Donc bonjour à tous, bienvenue sur le site Phytodie Phytophée. Aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir monsieur Jean-Jacques Guercio qui est fondateur de la marque Plantes et Vie, une marque qui vend des plantes, des huiles essentielles. Il est également vendeur de produits naturels dans des marchés durant la semaine et même impliqué dans un projet Terre et Compost qui est auprès d'agriculteurs pour entretenir tout ce qui est compost vert, développement durable. Alors je vais lui laisser la parole pour qu'il se présente un peu plus et lui demander si je n'ai rien oublié sur sa carrière. Eh ben non, 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 vous n'avez rien oublié. Alors oui, c'est vrai que je suis impliqué dans un projet Terre et Compost. En fait, c'est une société, une entreprise qui existe. Et donc moi, je suis impliqué, mais bon, c'est pas non plus une grosse partie. Je me suis occupé surtout de comment dire, du site internet déjà. Et puis j'essaye de communiquer autour de moi auprès des agriculteurs, parce que je suis dans une région qui est extrêmement agricole. Hein. Je suis sur Château-Renard, près d'Avignon. Et de leur donner l'envie d'utiliser des composts organiques plutôt que les intrants chimiques et petit à petit quand même de les convertir au bio, quoi. Voilà. Donc, Oui, bon. c'est vrai qu'il doit y avoir du travail et puis c'est quand même un bel avenir, les, tout ce qui est engrais bio, l'agriculteur bio. Ouais. Donc aujourd'hui, on va parler d'huile essentielle. Donc Monsieur Garcio va nous présenter un petit peu son activité. Nous en reviendrons dans quelques instants. Et puis là, ce qui va s'articuler surtout, c'est comment bien choisir ces huiles essentielles. Donc soit en présentiel, soit sur Internet. Quels critères bien choisir. Donc rappelez-nous rapidement comment vous définissez une huile essentielle pour les personnes qui ne connaissent pas vraiment ça ou qui pas trop. Alors pour moi, la définition d'une huile essentielle, c'est le concentré extrême des molécules aromatiques qui composent la plante. Donc c'est la version atomique en quelque sorte d'une plante, puisqu'en fait, je ne sais pas si d'un point de vue purement scientifique, le terme version atomique c'est juste, mais c'est une définition qui me plaît bien, parce qu'en fait on regroupe, on a un composé actif des molécules aromatiques donc d'une plante, obtenu soit par évaporation, soit par distillation, soit par pression des zestes quand ce sont des agrumes. Donc voilà pour moi ce qu'est une huile essentielle. Et une huile essentielle est une huile essentielle quand elle est extraite par une méthode naturelle. Voilà, non pas par des solvants, autrement j'appelle ça une essence, et non plus une huile essentielle. D'accord. Et donc la différence que vous feriez entre les essences, enfin qu'on appelle communément essence, et les huiles essentielles, est-ce que vous appelez une essence? Euh, Bah, une alors, essence, ça peut être extrait par solvant, ouais, donc par des méthodes qui n'ont rien de naturel, et avec des produits qui sont pas toujours très sains, donc qui rentrent au contact de la plante pour extraire donc certaines molécules, mais c'est pas, pour moi, c'est pas une huile essentielle. Une essence peut être fabriquée comme ça. Une huile d'accord, essentielle ne devrait pas être fabriquée autrement que par des méthodes vraiment naturelles, quoi. d'accord. Et est-ce que vous pourriez nous citer celles que vous utilisez, méthode naturelle, pour extraire vos plantes, vous, dans votre filière? Alors, c'est principalement la distillation. C'est la D'accord. distillation à l'alambic, donc à la distillerie. C'est une méthode la plus connue et la plus utilisée pour extraire les huiles essentielles d'une plante, quoi. L'huile Oui. essentielle d'une plante. Donc la classique extraction, voilà, à chaud et à froid aussi vous faites pour les agrumes. Alors pour les agrumes à froid, par pression des zestes. Voilà. D'accord. Donc rentrons dans le vif du sujet. Euh, Comment est-ce que vous avez quelques détails ou quelques astuces pour choisir une huile essentielle? Alors j'ai quelques chemins, mais vous, qu'est-ce que vous pourriez donner en quelques mots aux personnes pour... Si j'étais un consommateur, pour bien choisir une huile essentielle, déjà je lirais son étiquette.
D'accord. Et toutes les mentions utiles, voire même obligatoires, c'est-à-dire qu'il y ait bien marqué en toutes lettres huile essentielle 100% pure et naturelle. Ça, ce serait déjà un premier critère. Le deuxième critère, c'est qu'il y ait le nom de la plante et son nom botanique, avec son chémotype, c'est-à-dire vraiment la partie utile de la plante, la partie qui a été utilisée dans la plante. Pour donner un exemple concret, quand on distille de la lavande, on ne distille que la fleur. Voilà, que la terminaison, la sommité fleurie. On distille pas toutes les tiges, tout dans le buisson n'est pas utile. Après, oui, la contenance. La contenance, c'est important, ne serait-ce que pour faire un petit comparatif au niveau du prix, parce qu'on ne peut pas comparer deux flacons s'ils n'ont pas la même contenance, hein, évidemment, c'est pas évident. Et ensuite, d'avoir les coordonnées du fabricant, ou tout au moins de la personne ou de la société qui a conditionné le produit. Donc je pense que le lieu de provenance de la plante, ça c'est un critère important. Voilà, je pense qu'une fois qu'on a ça sur un produit, je pense que c'est à peu près tout. Bon, après, il y a des mentions qui sont légales et qui sont obligatoires, mais bon, qui pour moi relèvent du bon sens. C'est-à-dire ne pas mettre au contact des enfants en bas âge, ne pas avaler, ne pas ingérer, ne pas appliquer sur les yeux, tout ça, ça relève du bon sens, quoi. Oui, mais malheureusement, tout le monde ne le sait pas ou ne l'applique pas en général. Voilà. Donc voilà les critères pour moi. D'accord, mais rentrons en détail un petit peu dans chaque critère. Voilà, c'est à peu près ce que j'avais pensé moi également. Tout d'abord, faisons dans l'ordre général. Au niveau des plantes, donc euh, si elles sont cultivées, comment savoir quel est l'endroit de cultivation le plus optimal pour avoir une meilleure huile essentielle? Ou est-ce qu'il y a des critères importants à connaître pour des utilisations spécifiques ou pas? Disons que je vais répondre de façon assez candide peut-être, mais disons qu'une plante, pour qu'elle donne le meilleur de son huile essentielle, à mon sens, il vaut mieux qu'elle pousse dans son environnement naturel, quoi. Je veux dire, si à mon avis, si on veut de l'huile essentielle, une belle huile essentielle de romarin, il serait plus intelligent, je pense, d'acheter une huile essentielle de romarin qui viennent d'une région où pousse naturellement le romarin. D'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui, très bien. Et aussi, est-ce qu'il y a il peut y avoir une différence sur les flacons ou sur les étiquettes par rapport à l'origine géographique de la plante à laquelle elle a poussé. Par exemple, on va dire pour être plus simple, si elle a poussé en Algérie, Tunisie, en Inde ou Asie, et le lieu de production de l'huile essentielle, si elle a été produite en France. Est-ce que ça doit apparaître sur l'étiquette ou alors si on va juste voir fabriqué en France et ça peut induire en erreur? Ah, ça c'est une question intéressante. Disons que il est peu probable que des plantes qui ne poussent pas en France soient distillées en France. Pour une raison simple, c'est qu'il faudrait importer des tonnes et des tonnes de plantes pour obtenir très peu d'huile essentielle. Ce qui déjà d'un point de vue écologique n'aurait pas grand intérêt, ou sera un non-sens complet. Il vaut mieux importer l'huile directement déjà distillée et ensuite, une fois reçue, la faire analyser. En laboratoire, maintenant, c'est très facile d'obtenir le taux de molécules aromatiques intéressant, enfin celui que l'on recherche dans l'huile, par différentes méthodes. Mais je pense que on peut. Après, d'un point de vue légal, qu'est-ce qui est faisable ou pas, ça, il faudrait que je me renseigne auprès de mon labo, parce que tout ça, c'est des questions auxquelles je m'intéresserai peu. Mais la question est intéressante. Donc il faudrait savoir, c'est vrai que ça pourrait induire en erreur si on lit sur un flacon fabriqué en France alors que la plante, elle, a poussé ailleurs. Mais je pense qu'il faudrait voire même avoir les deux. Ce serait intéressant de savoir où a poussé la plante. Je crois que ça, c'est l'information capitale. Où a poussé la plante, parce que bien souvent, ça induit qu'elle a été distillée sur le lieu même. Après, où est-ce qu'elle a été conditionnée? Ça, c'est avec les coordonnées
qui sont obligatoires d'ailleurs sur le flacon de la personne qui a conditionné, ou tout au moins de la société qui a conditionné le produit. D'accord, oui, effectivement, parce que pour distiller, mieux vaut avoir des plantes fraîches pour avoir le maximum d'extraction. Voilà, pour avoir déjà un maximum de volume, c'est plus rentable de distiller des plantes extrêmement fraîches que des plantes qui ont séché. C'est plus compliqué. C'est sûr. Et tous les laboratoires sont tenus, si on les appelle ou si on les contacte, de nous donner les lieux d'origine des plantes. Ben, normalement, le lieu d'origine de la plante, c'est marqué sur le produit. D'accord. Moi, c'est ce que je fais pour ma part en tout Ouais. cas. Toutes mes huiles essentielles, il y a le lieu d'origine de la plante. Parce que, par exemple, de l'ylang-ylang, en France, ça court pas ça court pas les rues, quoi. Oui, ça court pas les rues, c'est sûr. Voilà. D'accord. Après, au niveau de l'extraction de chaque huile essentielle, est-ce que pour l'organe producteur, il y a déjà des catégories, des classifications, suivant quel type d'huile essentielle on veut, ou alors il peut y avoir des laboratoires qui font un panachage, ils mettent toute la plante, ils extraient, et on voit ce que ça donne. Non, j'espère que non. Ça serait J'espère mieux. que non. Maintenant, je sais que les grands noms de l'aromathérapie comme Pranarome, d'ailleurs, c'est eux qui ont fait connaître les schémotypes des plantes, qui l'ont mis en avant et qui l'ont souligné, enfin, en tout cas, qui l'ont fait connaître au grand public. Disons que non, on n'est pas censé faire des panachages. Disons que quand on distille une plante, on distille une plante bien spécifique et une partie de la plante bien spécifique. Autrement, bah déjà, on va pas obtenir forcément le plus intéressant de l'huile essentielle. Donc, je pense qu'on distille. Après, il est possible après que dans certaines distilleries, quand on fait des produits, comment dire, plutôt destinés au grand public qui n'est pas beaucoup d'intérêt pour les propriétés en aromathérapie, on peut distiller comme le lavandin. Je sais qu'on distille très couramment du lavandin grosso avec d'autres types de lavandin pour faire du volume parce que ça sent bon et voilà. Et que ça se vend bien et que c'est pas cher et que ça fait plaisir à tout le monde d'ailleurs. Aussi bien à la personne qui l'a cultivé qu'à la personne qui s'en sert. Après, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont intéressantes d'avoir à bas prix. Quand ça n'a pas grand intérêt en aromathérapie, on peut se permettre d'acheter des choses pas très chères et de pas être très regardant non plus pas sur la méthode d'extraction, hein, parce que c'est important, mais au moins sur comment dire, sur la plante elle-même, quoi. Si on veut du lavandin, voilà, si c'est juste pour parfumer sa maison ou ses toilettes, c'est pas important. Voilà. Mais après, si on veut de l'hélicryse italienne, là, ça a du sens. Voilà, tout ce que je dis n'engage que moi, hein. Après, Oui, bien sûr. c'est ma vision des choses, voilà. Mais donc bien faire attention de ne pas chercher le plus bas prix forcément, parce qu'on peut Ah, avoir des mauvaises surprises. on en aura forcément. Si on cherche le plus bas prix, je le vois, ce sont des retours de mes clients qui me l'ont dit, ou moi-même, et pas que dans le domaine des huiles essentielles, hein. Ça rejoint un petit peu tous les domaines. C'est sûr que, comme j'ai dit toujours, quand on achète une paire de chaussures à 5 euros, la semaine d'après, on a des grandes chances d'avoir une paire de sandales. Donc, donc voilà, c'est L'image un est peu très pour bien. Donc là, on a parlé du chémotype, on va y revenir. Je voudrais finir sur les organes producteurs. Est-ce Ouais. que donc tout est bien classifié, mais est-ce qu'on a parlé de la lavande qu'on faisait surtout les fleurs ou les parties fleuries. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on on ferait pas une extraction d'huile essentielle avec les tiges? Est-ce que c'est parce que les molécules ne sont pas aptes à être utilisées ou... C'est pas ça, c'est que on sait par expérience que dans les tiges, il y a très peu d'acétate de linalyle. Et l'acétate de linalyle, c'est bien la molécule aromatique qu'on recherche quand on distille de la lavande. Là où on va en avoir la plus forte concentration, c'est bien dans les fleurs, dans les sommités fleuries. Donc la tige, si vous voulez, va faire baisser le pourcentage si on la distille avec déjà. Et c'est dommage, on va avoir peut-être même plus de volume d'huile, parce que ça reste un corps végétal qu'on distille. Donc forcément, on va extraire un plus fort volume, mais l'huile sera de moins belle qualité. Elle sera moins intéressante. Donc après, ça dépend ce qu'on recherche. Si on recherche à faire du volume à tout prix, c'est sûr que le chémotype ou chémotype ce sera moins important, sera un critère moins important dans le travail.
Euh, mais on peut en théorie distiller à peu près tout ce qui est végétal, hein. Donc après, ça dépend dans quelle optique on travaille, ce qu'on veut obtenir et voilà. Donc, D'accord. Et donc, on va y arriver au chémotype. Donc, pour les personnes qui ne s'y connaissent pas, des fois, le nom latin paraît un peu barbare. Alors, pourquoi y a-t-il une absolue nécessité d'avoir ce nom latin et puis les chémotypes qui vont derrière c'est une absolue nécessité parce que le nom latin désigne pas seulement une plante, mais sa variété bien précise. Et on sait que d'une plante à une autre, d'une variété à une autre, on n'a pas forcément les mêmes molécules qui sont mises en avant à la distillation. Un exemple concret, le thym. Il y a un thym moi, que j'affectionne beaucoup, c'est le thym à tujanol, euh, qui contient une molécule aromatique qui s'appelle le tujanol 4, qui est extrêmement puissant pour lutter contre beaucoup d'infections, voilà, et qu'on ne retrouvera pas forcément dans un autre thym. Dans le thym à linalol, par exemple, on ne retrouvera pas les molécules qui sont aussi efficaces et aussi puissantes. Donc, si on achète du thym à linalol au lieu d'acheter du thym à tujanol, au niveau des résultats, concrètement, on n'aura pas la même efficacité. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir le nom latin, parce que le nom latin désigne précisément une plante, sa famille, sa variété. Voilà. C'est D'accord. aussi simple que ça. Moi, j'aime bien une analogie que je fais assez souvent aussi par rapport au chémotype. En fait, c'est tout le nom latin permet de, par exemple, si on cherche un Monsieur Dupont, si on a juste lavande, on peut en avoir des dizaines de milliers. Mais Voilà. en fait, le reste, avec le chémotype, on a par exemple lavande fine ou officinale, qui est la même. Et en fait, c'est un Monsieur Dupont du Massif central. Déjà, c'est plus simple. Voilà. Et le chémotype, c'est par exemple un Monsieur Dupont du Massif central qui a une moustache rouge ou qui a un bec de lièvre. C'est exactement ça, Donc voilà. là, il y a très peu de chances d'en avoir deux pareils. Exactement, c'est exactement ça. Ouais, ouais. C'est tout à fait ça. Ouais. Voilà, ça c'est pour les personnes qui n'arrivent pas vraiment à savoir le pourquoi du comment. C'est vrai que cette analogie, je l'aime bien, elle est simple à retenir. Elle est très simple et puis elle est très vraie, elle est très parlante. Et Je garde. avec plaisir, si ça peut en servir. Et Ah, donc, ça sera sans doute. j'ai encore deux dernières questions. Oui. Souvent sur les flacons, on voit des dates limites d'utilisation. Alors sont-elles vraiment... enfin, est-ce qu'elles vont vraiment servir ou on peut les dépasser un petit peu ou qu'est-ce qui se passe si ça se dépasse? Alors, par expérience, je sais qu'une huile essentielle de belle qualité, donc se conserve 5 ans dans son flacon ambré à l'abri de la lumière quand le flacon est bien fermé. Sauf pour les agrumes qui se gardent 2 ans. Pour une raison simple, c'est que les molécules aromatiques s'évaporent tout de même ou s'altèrent. Donc, qu'est-ce qui se passe si on dépasse la date? Ben, il se passe pas grand-chose, si ce n'est que on aura beaucoup moins d'efficacité, on aura un produit qui sera altéré, qui sera moins performant. Après, je suis pas compétent pour dire s'il sera dangereux ou pas. Donc là, là où ça dépasse mon domaine de compétence, je m'exprime pas parce que je saurais pas. Je conseille toujours, enfin, moi je suis basique, hein, le bon sens c'est de suivre simplement l'indication. S'il y a une date, c'est parce que c'est nécessaire. D'accord. Il y a eu des tests ou c'est juste une convention qui dit qu'au bout de 5 ans... C'est une convention. D'accord. Enfin, il me semble. Après, peut-être que c'est pas juste ce que je dis, mais je pense pas qu'on ait fait des tests avec les centaines d'huiles essentielles pour définir quelle date précisément, etc. Donc, à mon sens, il y a une convention qui dit voilà, une huile essentielle se garde 5 ans pour les agrumes 2 ans et on va faire et tout le monde va faire comme ça parce que c'est plus simple. D'accord. Donc, en fait, si on veut juste parfumer la maison, il n'y a pas de souci. On peut utiliser autant qu'on veut. D'ailleurs, il y a même des archéologues qui ont trouvé des huiles essentielles 3000 ans plus tard qui sentaient encore. Alors l'efficacité peut-être Ouais. pas, mais au niveau d'heure, il n'y a pas de souci. Mais Ah oui. garder la date pour une efficacité médicale. Ah, voilà, c'est exactement ça. Ça me surprend pas d'ailleurs qu'on ait
retrouvé des huiles essentielles très très anciennes et qui sentent encore. Je suis pas surpris du tout. Et dernière petite question, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui est label bio, label vert? Est-ce que les huiles essentielles ont besoin d'en avoir? Et si oui, qu'est-ce qu'ils apportent de plus? Alors, ça c'est une question. Je vais avoir du mal à y répondre, mais je vais y répondre. Enfin, je vais essayer. Je vais faire de mon mieux pour y répondre. Alors, qu'est-ce qu'ils apportent? Alors, pour le consommateur, une sécurité si lui a choisi de consommer du bio. Donc voilà, s'il y a un label bio, si le consommateur veut consommer du bio, s'il y a un label dessus, donc c'est bio. Parce que les organismes certificateurs, eux, travaillent bien, ils font bien leur boulot, et ils certifient que le produit est réellement bio. Donc maintenant, la question c'était est-ce que ça a du sens? Qu'est-ce C'est que ça? ça apporte de plus par rapport à un sans label? Qu'est-ce que ça apporte de plus? Eh bien, tout simplement que quand un produit est biologique, il n'a pas été en contact avec des produits qui sont chimiques. Donc, la plante qui a été distillée n'a pas subi de traitement, n'a pas poussé avec des engrais, avec des fertilisants, avec tout ce que l'on ne souhaite pas forcément retrouver dans son corps, puisqu'au départ, si on utilise les huiles essentielles, c'est pour ou se soigner, ou pour aller bien, ou pour tout un tas de raisons qui restent positives, et on n'a pas forcément envie d'absorber sans le savoir et sans le vouloir des matières qui ne sont pas forcément naturelles et saines. Voilà, même si on absorbe en quantité infinitésimale les huiles essentielles, donc en quantité encore plus infinitésimale tous les produits qui auraient pu faire pousser la plante euh, au lieu de nourrir la terre. Hein, c'est souvent ce que j'explique aux paysans quand je les rencontre, c'est d'essayer de nourrir la terre plutôt que de nourrir la plante. Ça, c'est très compliqué. Donc, même si on en absorbe des quantités infinitésimales, si on n'a pas envie de les absorber, ben, il vaut mieux acheter des huiles essentielles bio. Maintenant, c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué, pour moi, hein, là je parle pour moi, de travailler en bio et de faire certifier le produit fini en bio, parce que ça coûte quand même extrêmement cher pour une petite structure comme la mienne, de tout labelliser. Donc on peut avoir des produits qui sont biologiques, mais qui ne sont pas forcément certifiés par un organisme. Voilà. D'accord. Mais ça apporte au consommateur un plus. Hein. De toute façon, moi je dis toujours, le bio, c'est toujours mieux que le non bio. Bon, tout simplement, c'est mieux. Et est-ce que vous avez, pas une préférence, mais par rapport à tous les labels bio qui fleurissent, est-ce que vous en avez que vous préférez ou qui sont plus de meilleure qualité, si on peut dire? Euh, Non, je serais mal placé. De meilleure qualité dans le travail, vous voulez dire, dans leur dans façon la de. certification, voilà. Non, 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 ils sont, à mon avis, j'ai eu affaire avec Ocert à Cosme Bio, à Nature et Progrès. J'ai une petite préférence pour Nature et Progrès parce qu'ils ont un côté humain. D'accord. Ils sont plus accessibles, c'est pas devenu une multinationale comme certains grands labels, que je ne citerai pas pour froisser personne, mais ils sont restés encore très proches, très humains, très accessibles. Voilà. Ok. Ben voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour des comment choisir bien et facilement ces huiles essentielles. Alors, ou si les auditeurs ont aimé voilà, votre manière de travailler, votre manière d'être, où c'est qu'ils peuvent vous retrouver? Alors, ils peuvent me retrouver déjà sur mes petits marchés près de chez moi, donc en Provence, entre Saint-Rémy et Arles, on va dire, l'Île-sur-Sorgue et tous ces coins-là. Et ils peuvent me retrouver également sur ma boutique en ligne, plantevie.fr, plantezvie.fr. D'accord, je mettrai le lien juste en dessous pour qu'il n'y ait aucun souci sur l'orthographe. Et ben, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé toutes ces informations avec moi et avec les personnes qui vont regarder la vidéo. J'espère qu'on se recroisera très bientôt. Avec plaisir. Et merci beaucoup, passez une bonne soirée. Merci à vous.